J'aime bien TEDx. Des idées à partager, des idées pour changer le monde. Euh, bon, par contre, je suis un peu un cynique de TEDx. Le sujet qui me touche vraiment, c'est le passage à l'action. J'aime bien cette BD d'XKCD, elle lisait pas, je vous la raconte. Ça, on a tous ce pote ou cette pote qui nous a dit un jour: ah, mais Facebook, mais j'avais trop eu l'idée avant tout le monde. Mais normalement, c'est moi qui devrais être riche. Et donc, XKCD, imagine un formulaire en ligne où on viendrait expliquer ça. Ouais, j'étais à une soirée, il y a 3 potes qui m'ont entendu, je peux le prouver. Et puis, on dit: ah ouais, je devrais avoir 5% de la boîte. Et puis, on nous enverrait les thunes par la poste, évidemment. Euh, et bon, évidemment, ça se passe pas comme ça. La partie dure, c'est pas tellement avoir l'idée. La partie dure, c'est la réalisation, c'est la rencontre entre l'idée et la réalité. Et c'est un peu ce que les speakers de TEDx sont venus nous raconter aujourd'hui. Isabelle, qui est venue nous parler de comment petit à petit elle est passée à l'action pour habiter son palais. Nancy Traoré, sur la manière dont elle a pris ses pieds, elle a pris un avion et elle est allée confronter ceux qui avaient massacré une partie de sa famille. Ah oui, un tout petit truc aussi, c'est un autre passage à l'action beaucoup plus petit. Elle était venue avec des super chaussures. Et en fait, en vrai, dans la vie, elle marche pieds nus, un peu comme moi. Et puis, mais elle s'était dit: non, mais je veux pas faire trop, je voudrais pas. Et puis tout le monde lui a dit: mais non, mais c'est bon, David est pieds nus. Donc elle s'est dit: voilà, d'accord, j'y vais pieds nus. Donc, voilà. Marc Langlois. Arrêtez d'écouter les grandes personnes. C'est facile à dire, hein, mais c'est du boulot à faire. Jean-Hugues Morales, il aurait pu rester au stade de l'idée qu'il avait entendu au Québec et se dire: oh, c'est bon, bon, peut-être d'autres le feront. Ou... Non, il a pris cette idée et puis il est passé à l'action, il a monté des dispositifs et il est allé sur le terrain pour le faire. Je me questionne beaucoup sur cette question de passage à l'action, sur qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui permet, qu'est-ce qui favorise le passage à l'action. Et si j'ai la question, j'espère que vous m'excuserez, mais en fait, j'ai pas la réponse. Alors là, c'est le moment où vous vous dites: mais qu'est-ce qu'il fout là, pas avoir des réponses, ça sert à rien. En fait, j'ai pas la réponse, mais j'ai pas la réponse, mais je collectionne des histoires de personnes qui sont passées à l'action. Et je voudrais vous raconter certaines de ces histoires. La première histoire que je veux vous raconter, c'est celle de Firefox. Aujourd'hui, le web, ça nous paraît évident, qu'il est libre, qu'il est ouvert. Ça nous paraît évident que le web n'appartient pas à une seule entreprise, qu'il n'appartient pas à un seul gouvernement. Ça nous paraît évident que n'importe qui peut créer son site web et le diffuser au monde entier, sans restriction, sauf dans certains pays. Contrairement, par exemple, à si on veut diffuser une radio, où là, on est obligé de demander une autorisation. Ça nous paraît évident. Mais en 2003, ce n'est pas si évident, en fait. Aujourd'hui, les navigateurs web, donc c'est Mozilla Firefox, Chrome, Safari d'Apple, Internet Explorer. À l'époque, il n'y en a que 2. Il y a Netscape et Internet Explorer. Et en 2003, Internet Explorer a gagné ce qu'on appelle la première guerre des navigateurs. Internet Explorer a 95% de part de marché. Le web va être un produit Microsoft. Mais donc Netscape arrête, ils se disent: oh, c'est bon, on a perdu. Mais il y a une dizaine d'anciens employés de Netscape qui se disent: non, le web, il faut que ça existe. Il faut qu'on ait cette plateforme universelle qui va tourner sur Windows, mais aussi sur Mac, sur Linux. Pourquoi pas un jour, on aura des téléphones portables sur lesquels on pourra aller sur Internet. Ils y croient, en ce rêve, ils y croient. Et donc ils se disent: on va agir, on va faire quelque chose. Alors ils auraient pu aller devant les bureaux de Microsoft et dire: rendez-nous des parts de marché, on veut le web multiparty. Non, ils font pas ça. Ils se disent: on va construire une alternative. Et ils le font. En fait, ils prennent leurs valeurs et puis ils écrivent du code qui est un produit concurrent. Donc le code, c'est ce qu'on utilise pour construire des logiciels. Et donc ils font ce logiciel alternatif, mais ils y mettent aussi leurs valeurs dedans. Et ça va marcher. Et Firefox va être le succès qu'on connaît. Ils vont arriver à croquer 25% de part de marché à ce géant qu'est Microsoft, que tout le monde pensait complètement indétrônable. Ils ont réussi. Modestement, mais ils ont réussi. 25% de part de marché. Aujourd'hui, un demi-milliard de personnes utilisent Firefox dans le monde. Ce que je retiens de cette histoire par rapport au passage à l'action, c'est que
peu importe l'ambition de la tâche, il ne faut pas se décourager avant même d'avoir essayé. Parce que des fois, on peut même réussir. La deuxième histoire que je veux vous raconter, c'est celle du t-shirt que je porte. Enfin, d'un de ces t-shirts. Donc c'est l'histoire d'un ami qui bossait dans une boîte, il était styliste et il bossait dans une boîte et il devait faire la collection bio pour cette boîte. Puis à un moment, il se dit quand même, les tissus sont fabriqués à un endroit, transportés en camion sur des milliers de kilomètres, envoyés, les t-shirts finis sont envoyés en avion jusqu'en France. Non, c'est la collection bio, mais c'est pas très bio quand même. Hein. Alors, il se dit, non, on peut faire mieux, je peux faire mieux. Je peux faire des t-shirts qui vont être jolis, modernes, pas des trucs qui grattent pourris, mais qui vont être bio et équitables, au sens commerce équitable. Alors, il quitte son poste et il monte sa boîte. Bon, par contre, il ne connaît rien en commerce et en marketing. Alors il fait un stage de Pôle emploi pour encourager, de suivi des porteurs de projets entrepreneuriaux. Et puis là, commence quelque chose, commence un cycle de 6 mois où il va parler de son projet. Mais il va faire que ça. Il va monter son business plan à la virgule près, et puis il va en parler, et puis les gens adorent son idée, et puis c'est rassurant, et puis tous les jours il rentre chez lui, et puis il est heureux, parce que les gens adorent son idée, c'est génial. On va changer le monde du textile, c'est génial. Et pendant 6 mois, en fait, il sort rien, il se passe rien. Et donc, à un moment, il est quand même lui-même fatigué de cette situation-là, que pendant 6 mois, il ne se passe pas grand-chose. Et donc, il décide d'aller faire un t-shirt. Vous savez, comme dans toutes ces boutiques où on peut faire ses t-shirts. Et donc, il prend un de ses designs, il l'amène, il le fait imprimer, et puis il a ce t-shirt. Puis, il l'a dans la main, il le porte, et puis de ses propres mots, le t-shirt, il est moche, il n'est pas bio, mais il était là. Il le portait. Et à ce moment-là, il se rend compte que les mots d'encouragement, les mots de soutien, ils n'ont en fait aucune valeur. Que la révolution qu'il veut apporter au monde du textile n'aura pas lieu seulement avec les mots d'encouragement, mais il faudra que des gens portent ces t-shirts. Peu de temps après, il lancera la fabrication des 500 premiers t-shirts. Ce que je retiens de cette histoire par rapport au passage à l'action, c'est 3 choses. La première, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir toutes les compétences a priori pour se lancer. On peut se lancer quand même. Faut pas se bloquer là-dessus. La deuxième, je l'ai oublié. Et la troisième, c'est que pour se lancer, c'est qu'on ne peut pas se lancer forcément du premier coup et que pour se lancer, il faut parfois ricocher, le faire en plusieurs fois. Ah si, oui. Donc la troisième, la deuxième, c'est que quand on a une bonne idée et qu'on reçoit du feedback positif, il y a un risque de rester dans le monde des idées et de jamais avancer. Et il faut y être méfiant. La troisième histoire que je veux vous raconter, quant au passage à l'action, c'est une des miennes. C'est les codings goûtés. Donc j'écris du logiciel et j'ai un petit peu réfléchi à comment ça marche et à comment on les utilise et ce qu'on peut en faire. Et à un moment, j'étais révolté. J'étais révolté par voir certaines entreprises et ce qu'elles faisaient avec du logiciel. La manière dont elles privaient de certaines libertés. Thomas en a parlé beaucoup mieux que moi tout à l'heure. Ce qui me révoltait le plus, c'était pas tellement leurs agissements que je trouvais pas éthiques. Ce qui me révoltait le plus, c'était que personne vraiment comprenait. Parce qu'on vit dans une sorte d'illettrisme technologique généralisé. Qui comprend vraiment cette histoire de Facebook à manipuler les sentiments des gens? Qui comprend vraiment l'horreur et ce que ça signifie pour notre démocratie que la NSA, donc les révélations d'Edward Snowden, et que la NSA espionne tout le monde en mode présomption de culpabilité constamment? Pas grand monde. Et ça me touchait. Alors, on pourrait se dire que c'est le rôle de l'école, les institutions, et c'est cool, c'est le rôle de l'école d'éduquer les citoyens sur ces questions-là. Ou non, où on peut agir tout de suite. Et donc c'est ce que j'ai fait. Peu de temps après avoir rencontré ceux qui ont initié le mouvement à Paris, j'ai commencé les coding goûtés à Bordeaux. Alors un coding goûté, c'est quoi? C'est le stade 3 de ce qu'expliquait Sodou Platov. On apprend en s'amusant en fait. Je ne suis pas encore au stade 4.
C'est un moment convivial où les parents et les enfants vont apprendre ensemble les bases de la programmation informatique. Et l'idée, c'est faire qu'ils commencent à se poser des questions. Tiens, je viens d'écrire un programme, et puis je peux lire celui de mon voisin. Est-ce que je peux lire les programmes des applications qui tournent sur mon téléphone? Bon, je m'égare, on revient sur le passage à l'action. Relativement au passage à l'action, c'était facile en fait pour moi d'organiser les coding goûtés, parce que j'avais tout ce qu'il me fallait autour de moi. J'avais un lieu dédié au numérique à Bordeaux, auquel je pouvais accéder gratuitement quand je voulais. J'avais, pour organiser ces ateliers, j'avais des canaux de communication pour atteindre les parents qui seraient très certainement les cibles pour y inscrire leurs enfants. Et j'avais aussi un capital social, c'est-à-dire des gens qui me connaissent, des gens qui me font confiance, que je ne vais pas perdre leur après-midi s'ils viennent la passer avec moi. Donc finalement, c'était assez facile d'organiser les coding goûtés. Bon, même si c'était facile, le jour même, le jour du tout premier, j'ai eu un petit stress. Vous savez, Marc Langlois, c'est de quoi je parle. Ce petit stress, on se dit, on se pose toutes les questions du monde, comment ça va se passer, mais est-ce que je suis vraiment compétent pour faire ça, et est-ce que s'il y a un môme qui me pose une question et que je ne sais pas répondre, est-ce que je ne vais pas passer pour un débile? Et puis je me suis lancé quand même, parce que de toute façon ils étaient là, donc je n'allais pas me barrer. Et donc, et puis ça s'est bien passé en fait. Et c'est rigolo parce que Edouard et Damien, qui sont mes acolytes du coding goûté, chacun, juste avant leur premier coding goûté, c'était dans le même état. Et puis à la fin, ça s'est passé. Et puis maintenant, quand on rencontre des gens qui mais peut-être que j'aimerais vous aider, mais je suis pas sûr d'avoir le. On dit non, c'est bon, vas-y, viens. Ce que je retiens des coding goûtés quant au passage à l'action, c'est qu'il faut savoir reconnaître quand on a toutes les ressources à disposition qui permettent que le passage à l'action porte ses fruits. Ce que je retiens aussi, pour paraphraser le sage Clochix sur Twitter, c'est passer à l'action. À chaque fois, on tergiverse avant de tremper un doigt, mais dès qu'on l'a fait, qu'est-ce qu'elle est bonne. Enfin, qu'est-ce que l'eau est bonne. Non, je... Pardon. Ok. Alors jetez-vous à l'eau. Non, pas... Ça casse tous les faits. Putain. Jetez-vous à l'eau. Oui, à mes amis de Montpellier, de Lyon, de Nantes, qui à chaque fois que je les vois me disent ouais, mais peut-être on aimerait faire les coding goûtés comme tu as fait, et peut-être que jetez-vous, bordel. Faites-le, lancez-vous. Si vous êtes couturier, couturière de talent, que vous avez un quelconque autre talent, photographe, je ne sais pas, que vous pensez que vous pouvez faire mieux que là où vous êtes, que vous avez quelque chose à apporter, foncez, lancez-vous. Et vous dans la salle qui riez là, hein, et vous dans les lieux relais, et vous qui regardez peut-être la vidéo. Quelles sont vos idées? Quels sont vos idéaux? Qu'est-ce que vous faites lundi pour passer de l'idée à l'action? Merci.